Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. À Tessalit, au Mali, le ratissage continue et le moral de nos forces, déjà au zénith, est encore galvanisé par une visite du chef d'état-major général des armées. Un moral qui a permis à nos vaillantes forces de récupérer du matériel et de déloger de leur cachette. Brahma Hamad. 24 heures après les accrochages, le site encore fumant témoigne de l'intensité et de la violence des combats dans la vallée de Tigargar, au cœur du massif des Iforas, où se sont réfugiés les narcoterroristes, bien en place mais délogés en fin de compte par la force de frappe de l'armée tchadienne. Dans leur fuite, les salafistes minent tout. Nombre de véhicules et matériels ne peuvent être ainsi récupérés parce que piégés. Une guerre d'un genre nouveau. Les prisonniers nous ont cité la présence de plusieurs de leurs chefs. Mais c'est des gens, en fait, il faut le dire, qui sont vraiment pris, qui se sont fait exploser d'eux-mêmes. Et d'autres qui sont morts, calcinés et tout cela. On comptait la détermination et la stratégie militaire des soldats tchadiens qui ont pu récupérer une cinquantaine de Toyota, un orgue de Staline, un Caterpillar chargeur, plusieurs munitions et des pieds dentés nationaux. On veut, comme vous l'avez dit, d'analyser le moral de notre troupe. Et heureusement, on a trouvé le moral très haut, leur moral très haut. Et ils sont prêts à accomplir leur mission comme il leur a été instruit. Alors que le ratissage continue ce dimanche après-midi autour et dans la vallée, quelques prisonniers n'ayant pas eu le temps de se donner la mort nous ont été présentés et qui nous confirment la mort de plusieurs de leurs chefs. Les Fatim, plus que jamais déterminés à en découdre avec les narcotrafiquants dont le dernier bastion vient d'être détruit ce samedi même dans la vallée d'Amtetaï. À Amtetaï, où le ratissage a continué jusqu'à ce dimanche matin. Merci Brahma Hamad. Les combats sur le terrain ont été d'une terrible intensité et d'une férocité extrême. Mais lentement et sûrement, les forces armées tchadiennes au Mali infligent aux islamistes des pertes colossales, des pertes qui déjà s'avèrent fatales au regard du tableau qui se dessine. Ahmad Makaïla. Le 8 février, en fin d'après-midi, départ de la colonne, la deuxième, dirigée par le général Mat Idriss Déby. Destination prochaine, Tessalit. Nous sommes ici à Tessalit, dans le Nord Mali, au cœur du dispositif de l'armée française déployé ici, le dispositif Alerte, qui lui-même fait partie de l'ensemble qu'on appelle l'opération Serval. Mais avant, passage obligé à Guelok qu'il faut libérer. Si Aguelok est un poste secondaire, Tessalit est le lieu où se sont retranchés les hommes du Moujaou, le mouvement pour l'unicité et la djihad en Afrique de l'Ouest, mais aussi les supplétifs d'Akmi et les différentes Katiba dans Saradin. La première colonne a quitté Kidal, on est arrivé à Angelok, ensuite on est passé par Tessalit. Après Tessalit, on a fait le tour de l'Adrar de Iforas et on est rentré par le point de l'Est. À l'entrée de l'Est, il y a eu le premier combat le 22 février. Ça s'est passé comme vous avez appris. On a gagné. Et on a bien frappé l'ennemi comme il le faut. Après ça, on a progressé. Après 3 jours, on a progressé dans leur base centrale. Il y a 2 jours, et de là où ils ont fait les débandades pour rentrer dans leur dernière base, qui est à partir d'ici à 15 km. 5 jours plus tard, le 13 au petit matin, après un nettoyage en règle tout le long du parcours, la deuxième colonne fait jonction avec la première, la colonne du Comforce, le général Oumar Bekino. Nous sommes à Abeybara, au cœur des massifs de l'Adrar des Iforas. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, ainsi réunies, auront à livrer le 22 février des combats d'une rare violence. Près de 10 heures d'accrochage au contact, allant de 10 heures du matin à 7 heures du soir.
En raison de la position par rapport au Tchad, le crépuscule ici se pointe vers 7h30 du soir. Pendant que le combat se poursuit tout le long de la vallée du Tagargar, qui elle-même se recoupe avec la vallée d'Amatatay, les blessés ennemis reçoivent les premiers soins des mains de l'infirmerie militaire des forces armées tchadiennes. L'ennemi, une fois tombé, cesse d'être un ennemi et est en droit d'attendre assistance. Paradoxe, mais c'est cela aussi les lois de la guerre. Les pertes faites sur les insurgés sont énormes. Abou Zeid, le théoricien de la Katiba II, et son second périront dans les combats pratiquement dans un corps à corps avec les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Mokhtar Ben Mokhtar, qui à lui seul compte plusieurs sobriquets, dont le Borgne ou encore Marel Boro, algérien à l'état civil, figure parmi les victimes faites dans ces combats les plus meurtriers de la vallée. Mokhtar Ben Mokhtar est à la tête de sa propre Katiba, ou brigade au nom révélateur, Moulat Tamin, qui signifie en français signateur par le sang. On compte des grandes figures parmi les prisonniers. Lui, c'est Abu Huraira, un corps chétif dans un esprit de plus sévère. Sa spécialité dans sa Katiba, c'est la coupe des mains. Il sévit depuis plus de 10 ans dans cette vallée où il a sous son contrôle tout le versant ouest de la vallée. Et lui, c'est Ak Sherif, le préparateur et fin stratège, l'un des plus célèbres qui a débarqué dans la région depuis plus de 5 ans. Certains disent faire partie des Boko Haram, d'où l'internationalisation du terrorisme dans cette région du Nord Mali. À l'entrée ouest de la vallée d'Amatatay, nous venons à la rencontre des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, cette même vallée où se sont déroulés les violents combats. Voilà, comme Makaïla vient de le dire, et pour couper court aux rumeurs qui courent, voici la photo du triste célèbre Mokhtar Ben Mokhtar, photo prise juste après sa mort samedi dans la vallée de Tigarga. Nous revenons plus en détail dans nos prochaines éditions. Par rapport à l'évolution de ces dernières heures sur le théâtre d'opération au Mali, le chef d'État s'est exprimé. Voici un extrait de ses propos. Je confirme ici au peuple tchadien, aux frères maliens et à l'Afrique tout entière que les chefs terroristes qui écument le Nord Mali, à savoir Abou Zeid et Mokhtar Ben Mokhtar, ont trouvé la mort lors des affrontements qui ont eu lieu le 22 février et 2 mars dernier dans le massif d'Adrar au Nord Mali entre les forces armées tchadiennes et les islamistes. C'est en respect au principe de l'islam que les dépouilles de ces 2 terroristes n'ont pu être exposées. Sur cette base, que je peux répondre au ministre français de la Défense qui souhaiterait avoir des preuves. J'annonce aux Tchadiens le décès d'un autre soldat tombé lors des combats d'hier. L'on dénombre plus de 70 terroristes tués. Les opérations de ratissage se poursuivent. Les jours à venir seront déterminants. Nous espérons, avec l'aide de Dieu, que les problèmes du Nord Mali seront résolus. Juste après les accrochages de dimanche, Brahma Hamad, notre envoyé spécial au Mali, a interrogé le commandant de Fatim, le général Oumar Bikitmou. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Il y a eu des combats entre les salafistes et nos forces, où on a connu un bilan, certes. Du côté des salafistes, on a certainement récupéré assez de véhicules dont certains sont restés pieds, où on n'a pas pu les enlever. Et certes, on a pu les détruire. Mais par la suite, on a pu quand même récupérer quelques-uns dont vous voyez vous-même ici. Le terrain, c'est un terrain tellement mouvementé et accidenté. Mais bon, ils ont fait usage de leur connaissance à eux. Et nous, on a fait le nôtre.
Mais Dieu merci, la victoire nous est revenue. Cette base que vous avez détruite hier samedi, est-ce la plus importante des bases? Oui, je dirais oui. Je dirais oui, parce que c'est la continuité des opérations du 22, la bataille du 22 passée. C'était d'abord à l'entrée même de la vallée. Et c'est la vallée la plus importante dans l'Adrar de l'Ifoghas. Si vous avez une petite idée de l'Adrar, c'est la vallée la plus mouvementée, surtout sur le terrain. Et il y a plus d'arbres là-dedans, de camouflage. C'est un terrain extrêmement difficile. Extrêmement difficile, je le dis bien. Après ces accrochages, est-ce que vous pensez que les salafistes sont encore organisés sur des véhicules avec des blindés ou alors ils se sont éparpillés comme ça dans la nature? Écoutez, les véhicules, que ce soit des blindés, on a pu détruire des BTR. Tout ce qui est véhicule qui est détruit, le reste on a pu récupérer. Les salafistes, ceux qui sont partis piétons. Là, je le dis bien. Et c'est l'objectif principal qui a été touché hier. Hier, c'est l'objectif principal qui a été touché. Vu un peu l'austérité de cette partie du territoire malien, on est pratiquement à 50 kilos de la frontière algérienne. Est-ce que ces illuminés éparpillés dans la nature peuvent survivre? Survivre, c'est des hommes du désert. Ça dépend. Ça dépendra effectivement de leur connaissance du terrain. Bon, pour ceux qui n'ont nulle part à partir, effectivement, il y en a qui sont restés, ceux qui ont été faits prisonniers, et même ceux qui se sont évadés, ils vont connaître de la peine. Lors de ce dernier combat, à l'heure de compte, les Fatimes perdent malheureusement un de leurs, Mahamat Sero Arine, dont le corps a été rapatrié ce matin. Bra Mahamat. Alors que crépitaient les derniers coups de feu de ratissage dans la vallée de Tegargar, Mahamat Sero Arine, soldat de deuxième classe, tombe arme à la main, fauché par le tir d'un narcotrafiquant agonisant. Sa dépouille rapatriée ce lundi à N'Djamena a reçu les honneurs militaires. Le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, son adjoint, le chef d'état-major de l'armée de terre, celui de l'armée de l'air et bien d'autres officiers étaient présents à l'aéroport militaire. Et puis nous venons de l'apprendre, la mort d'un autre soldat, Abdoulaye Adam Abdraman, vient de succomber à ses blessures, victime du combat du 22 février. Il décède ce lundi à l'hôpital militaire de Niamey où il était admis en réanimation. Sa dépouille est rapatriée ce soir. Autre chose, le président de la République, Idriss Déby Itno, a procédé ce matin à l'inauguration de la ligne haute tension Djarmaya-Lamadi à la sous-station de Lamadi et la moyenne tension. Ces installations thermiques sont situées à la sortie nord de N'Djamena, des infrastructures qui permettront à la population d'être à l'abri des délestages. Adam Abdelkader. Vous confirmez? Bravo. Il a suffi d'un clic de souris pour mettre la station thermique de Lamadi en marche. En mettant en service ces installations électriques, le chef de l'État Idriss Déby Itno vient de lancer la révolution de l'électrification de N'Djamena, un projet qui marque un déclic pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de la population. Le projet revêt un caractère important et pour être témoin de l'événement, d'éminentes personnalités ont fait le déplacement de Lamadi. Le premier maire de la ville de N'Djamena salue la réalisation de ce projet qui vient renforcer les structures existantes. Pour le président directeur adjoint de CEMEC, l'entreprise chinoise en charge des installations, ce projet est le fruit de la coopération agissante entre la Chine et le Tchad. La sous-station de Lamadi fait partie d'un vaste projet d'électrification qui présente ici le chef de projet. Dans le souci de renforcer la capacité de production et de distribution de l'énergie électrique de N'Djamena, le gouvernement de la République du Tchad a signé 2 contrats avec l'entreprise chinoise China Machinery Engineering Corporation, CEMEC, en avril 2010. Les 2 contrats sont stipulés comme suit. Le premier consiste à la construction d'une ligne double
l'ulterne haute tension 66 kV d'une longueur de 40 km reliant la centrale de Djarmaya au poste de 106 kV 90 kV de la Madi, dont la durée d'exécution était de 24 mois. Le second contrat, qui consiste à la construction d'une boucle de longueur de 60 km aérien, donc 42 km aériens et 18 km souterrains. Il comprend également 4 postes 90, 15 kV répartis dans la ville de N'Djamena, à savoir la Madi, Farsha, N'Djamena et Gassi. L'accès à l'électricité ouvre la voie au développement économique et social. Au ministère des Infrastructures et Équipements publics, l'on se veut une fois de plus rassurant et c'est avec fierté que l'on déclare que ce projet va permettre de réduire considérablement le déficit énergétique entre l'offre et la demande. La mise en service de ces installations aura un impact certain sur l'activité économique, notamment le secteur industriel, aujourd'hui plombé ou simplement retardé par le coût excessif. Le coût excessif considéré comme le plus élevé au monde et le caractère erratique de l'énergie électrique distribuée au Tchad. Il est en outre attendu des nouvelles installations, l'amélioration de la qualité et du coût des services dans de nombreux domaines socio-économiques, notamment les formations sanitaires et dans l'administration en général. D'une capacité de 66 kV, la centrale de la Madi reçoit le flux électrique de l'usine génératrice de Djarmaya. Elle le répartit ensuite dans les différentes centrales de la ville qui constituent une boucle autour de la ville de N'Djamena. Le coût global de ce projet est de 199 millions de dollars, soit près de 100 milliards de francs CFA, et est financé à 70% par Exim Bank Chine. Le chef de l'État et la première dame Hinda Déby Itno, ainsi que les personnalités présentes à la cérémonie, ont effectué une visite guidée dans les différents compartiments de la centrale haute tension de la Madi. Voilà, c'est ici que s'achève cette tranche d'information. Merci de votre fidélité et passez une excellente nuit.